propose d'arriver à la dernière étape du parcours de notre patient qui va être relative au médico-social. Alors, médico-social quand on est un enfant qui a une maladie rare, médico-social quand on est un adulte qui a une maladie rare. Donc c'est Frédéric Bettini et Florence Maya qui vont nous en parler. Donc, je me présente, Florence Maya, je suis directrice d'un établissement d'une fondation qui s'appelle la Fondation Lanval sur les Alpes-Maritimes et qui gère un secteur sanitaire et un secteur médico-social. Je laisse la parole à mon collègue, on vous expliquera quel est notre partenariat. Frédéric Bettini, bonjour, directeur de territoire à la DAPI des Alpes-Maritimes et donc partenaire dans l'expérience que nous menons en commun d'un pôle de compétences et de prestations externalisées donc, qui a ouvert ses portes début d'année 2017. C'est une expérimentation qui va nous conduire sur 2 années. Par rapport à ce qu'est un PCPE, effectivement, le pôle de compétences et de prestations externalisées a été créé par un appel à projets sur la région PACA. Ce sont des organisations que nous commençons à voir poindre dans différentes régions en France depuis 1 an ou 2, en tout cas pour PACA. Il y a eu un appel à projet en octobre 2016 auquel nous avons répondu donc, en partenariat nos 2 organisations. Et il y a actuellement 3 pôles de compétences sur la région. Non, c'était l'autre diapo, c'est pas grave. Un sur les Bouches-du-Rhône, un sur le Var et un sur les Alpes-Maritimes. Donc nous avons l'animation de celui des Alpes-Maritimes. Donc le pôle de compétences et de prestations externalisées, les prestations vous êtes présentées par Florence tout à l'heure, mais il n'a pas effectivement vocation à être spécifiquement sur les maladies rares. Donc nous avons échangé lors de l'animation de cette journée sur notre présence. Simplement le challenge qui nous a été donné, c'est de travailler aux côtés des MDPH sur les situations critiques ou complexes dans lesquelles nous pouvons inscrire la situation des maladies rares. Nous ne sommes pas des spécialistes de la question. Je crois que dans nos établissements, que ce soit pour enfants ou pour adultes, nous accueillons à la marge quelques personnes porteuses de maladies rares et nous sommes confrontés tout à fait à ce qui a été présenté au début par rapport à qu'évoque la maladie rare pour vous. On y a répondu en partie en ce qui nous concernait, mais on s'est tout à fait reconnu dans la présentation initiale que vous avez faite et dans parfois l'isolement dans lequel nous pouvons nous retrouver. Donc en tant qu'établissement, ce qui a été intéressant pour nous dans la création de ce pôle, c'est de pouvoir justement, quand on a ces situations complexes, critiques, qui identifiées ou pas, diagnostiquées ou pas, ou qui l'ont été, mais pour lesquelles on est dans, je dirais, une prise en charge et un accompagnement par un spécialiste, de pouvoir travailler sur ce que vous dénommiez la communication, de pouvoir travailler sur le fait d'arriver à trouver, à médiatiser, à négocier un accompagnement qui est adapté à la situation. Donc notre rôle va être de répondre donc à ces situations critiques. Nous ne sommes pas dans une prise en charge pour l'instant longue, puisque notre expérience a 2 ans. Nous nous rencontrons régulièrement avec nos collègues des autres départements pour arriver à faire émerger ce protocole dans lequel nous allons être les plus efficients possibles pour pouvoir mailler le territoire et pousser un peu les limites, accompagnés par les MDPH, accompagnés par la réglementation qui est en train d'évoluer avec les derniers décrets sur le décloisonnement, accompagnés par justement ce maillage territorial, par le fait que la présence aujourd'hui que l'on a aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'on va revenir dans notre territoire avec de la documentation pour pouvoir mettre nos équipes en relation avec vos différentes filières, mais d'arriver à rechercher une réponse dans le cadre du 0 sans solution, dans une solution accompagnée pour tous. On est vraiment inscrit dans cette modalité, dans la mise en œuvre du rapport Pifto concernant la prise en charge et l'accompagnement du handicap. Voilà.
Pour l'instant, nous ne sommes pas, et je crois même à l'avenir, nous ne sommes pas dans l'accompagnement pérenne parce que notre expérimentation se terminera le 31 décembre 2018. Nous espérons pouvoir continuer, ça veut dire qu'on aura réussi notre démonstration quant à l'efficience de ce type de modalité d'accompagnement. Mais en tout état de cause, notre rôle est bien d'arriver à accompagner au diagnostic à la fois les MDPH, les familles, et pousser un petit peu les règles de la prise en charge dans les établissements, auprès de l'éducation nationale, auprès de nos établissements médico-sociaux et dans le milieu ordinaire. Donc de pouvoir avoir à chaque fois l'accompagnement pour arriver à mettre en connexion ces différents acteurs pour trouver la solution la plus adaptée possible, la plus allégée possible, et vraiment placer les établissements spécialisés dans l'accompagnement en tant que nécessaire, et pas comme une base d'entrée. Je vais passer la parole à Florence pour la suite. Donc pour quel public et quelle mission donc, au niveau du pôle d'accompagnement? Donc le public, comme l'a dit Frédéric, ce n'est pas spécifiquement un public qui serait porteur d'un handicap, d'une maladie rare, mais du coup un public qui nécessiterait, du fait d'une rupture d'accompagnement, nécessiterait un maillage et un maillage partenarial. Donc, on intervient en appui de la commission des situations critiques, que je pense que vous connaissez peut-être, qui existe dans chacun des départements. Donc, des situations qui sont en rupture d'accompagnement et qui souvent sont dans une problématique multifactorielle. On peut intervenir en appui, bien évidemment, des ressources du territoire, puisque c'est, je dirais, intrinsèquement la manière dont nous sommes amenés à travailler, c'est-à-dire de pouvoir mailler de façon partenariale différents secteurs d'activité. Donc le montage que l'on a choisi sur le 06, c'est effectivement d'unir nos forces, l'ADAPI et la Fondation Lanval, parce que nous étions, pas relativement, très complémentaires, l'ADAPI ayant une pertinence particulière dans le médico-social, plus particulièrement sur l'adulte, même s'ils ont des structures secteur enfance, et la Fondation Lanval, plus particulièrement sur le secteur enfance, et une structure sanitaire, donc qui nous permettait d'avoir en interne des ressources multifactorielles, à la fois d'établissements et de services médico-sociaux, mais également un centre de ressources autisme, un CAMS, et d'ailleurs un pôle de référence dont vous avez fait allusion tout à l'heure, monsieur. Voilà, donc des services sanitaires sur lesquels nous pouvons également appuyer nos interventions. Alors, sur quel modèle on a choisi de travailler? On a donc l'équipe socle du pôle de compétences et de prestations externalisées peut s'appuyer donc sur nos différents services à l'intérieur de nos deux associations. Et il peut offrir donc 3 niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est un pôle de ressources d'information. Donc, comme on l'a souvent souligné, c'est vrai que l'information est un niveau important pour permettre aux familles de ne pas se sentir complètement isolées au moment d'un diagnostic, qu'il soit de maladies rares ou d'autres maladies. Un deuxième niveau qui serait plutôt une action d'évaluation, de bilan et de diagnostic qui conduirait à la construction d'un projet d'accompagnement externalisé et donc de la coordination de cet accompagnement, de se dire quels sont les besoins identifiés dans les différents secteurs, c'est-à-dire que souvent on s'aperçoit que les familles ont de plus en plus des demandes diversifiées, pas portées uniquement par un acteur, c'est-à-dire pas du tout établissement par exemple, ou du tout libéral, mais il y a parfois nécessité d'avoir quelque chose de beaucoup plus modulé. Et donc l'idée, c'est de pouvoir évaluer ce projet plus modulaire et avec les différents acteurs présents sur le terrain. Et la dernière facette, c'est de pouvoir aussi proposer sur un temps court, puisque comme on l'a dit, ça n'a pas vocation d'un accompagnement
pérenne, hein, une fois que le maillage est constitué, que le projet d'accompagnement global est bien ficelé, on peut passer le relais, voire réintervenir à un autre moment de rupture. Mais en tous les cas, on a pu imaginer aussi qu'il y ait parfois une nécessité qu'il y ait une action d'accompagnement au-delà de l'évaluation, qu'il y ait un début d'accompagnement qui permette de renforcer la mise en place de l'action partenariale de terrain et voire de pouvoir mobiliser les ressources de droit commun et donc de pouvoir financer certaines actions dans l'attente de pouvoir mobiliser le droit commun. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, parfois un certain nombre d'actions nécessitent un certain temps pour qu'elles soient mises en œuvre, et donc ça ne peut aussi être dans cette période transitoire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour, je suis Florence Vétier-Cinquin, déléguée de l'Alliance Maladies Rares dans les Alpes-Maritimes, précisément. Et donc, je reçois souvent des appels de patients atteints de maladies rares. Bon, Monique est dans le Vaucluse, à côté de moi, Michel dans les Bouches-du-Rhône. Donc, nous recevons toutes les trois beaucoup d'appels de patients qui ne savent plus où frapper. Et donc, la question que je me posais, c'est est-ce qu'un patient peut s'adresser à votre PCPE ? Alors, nous avons pour le moment, puisque le PCPE est une activité qui démarre et qui est petite, hein, nous avons 3,5 ETP qui se répartissent entre diverses qualifications, un médecin, une coordinatrice, une psychologue, une assistante sociale. Donc je vous laisse imaginer la découpe des temps pour arriver à tout cela. Donc nous ne sommes pas dans une réception de file active ouverte. Donc nous avons convenu avec la MDPH que nous travaillons par le biais de la MDPH. Donc les personnes doivent être identifiées par la MDPH. Et effectivement, quand la MDPH n'est pas en situation, là je vous parle sous couvert du docteur Froment, mais elle complétera si nécessaire, quand la MDPH n'est peut-être pas en situation de pouvoir apporter une réponse complète ou parce qu'il n'y a pas l'offre existante et qu'on arrive justement à ce que la situation soit positionnée comme une situation dite critique. À ce moment-là, la MDPH nous convient avec nous de l'orientation et de l'accompagnement, si notre pôle peut être efficace à ce niveau-là en termes de réponse et d'analyse. Mais je siège aussi à la CDAPH. On n'est pas, si vous voulez, pour l'instant, je ne sais pas si ça sera le modèle qui sera issu de l'expérimentation que nous menons, mais nous ne sommes pas aujourd'hui en situation d'être un lieu d'accueil tout public ouvert, parce qu'on n'y ferait pas face pour le moment. La difficulté de la MDPH, c'est qu'elle reçoit des dossiers médicaux, et si quand les dossiers sont blancs, parce que le patient n'a pas su où s'adresser, l'errance diagnostique retentit également sur les décisions de la MDPH. La MDPH est également concernée par l'errance diagnostique. Ils ne peuvent pas accorder d'aide si le dossier est blanc. Voilà. D'où l'idée de... L'idée, c'est effectivement que la MDPH puisse faire appel à un moment donné au PCPE pour une évaluation qui serait, dans le cas du PCPE, une évaluation plus globale que uniquement centrée, bien évidemment, sur le diagnostic. C'est pour ça que je disais que ça complétait complètement les ressources de terrain, mais plutôt d'être dans l'accompagnement au projet global d'intervention et de pouvoir du coup solliciter les acteurs de terrain, sanitaires, médico-sociaux, libérales, qui seraient les plus à même de correspondre au projet qui aura été élaboré avec la personne ou la famille de la personne en situation de handicap. Voilà, je vous remercie parce que là, nous avons un cas à Nice d'une personne qui a obtenu sa RQTH de la MDPH, mais la situation est devenue de plus en plus critique parce qu'il n'y a pas de diagnostic vraiment. Donc, j'ai été interpellée par la création de votre PCPE. Merci beaucoup.
J'ai juste une petite question en complément. Ça représentera à peu près combien de personnes sur une année ou sur le temps du projet? C'est des choses que vous avez chiffrées ou pas? Alors, c'est quelque chose, effectivement, que nous avions eu au départ beaucoup de mal à inscrire dans le dossier de candidature, puisqu'on s'est dit, bon, on ne maîtrisait pas tellement quelle était notre capacité. On est parti sur une hypothèse de travail. Pour l'instant, on est en montée en charge d'une file active de 15 personnes en simultané. Et après, on a convenu avec la MDPH d'un certain nombre d'échéances. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'avoir 15 personnes qui rentrent et puis de se dire, ben, on verra après comment ça se passe. D'entrée, on va se donner un délai par rapport à une des 3 missions que nous conduisons, qui est a priori la première mission d'accompagnement au diagnostic et à l'élaboration du projet. Et nous avons une clause de revoyure, on va dire, tous les 6 mois. Donc, si ça fonctionne bien, suivant la fluidité du système, on pourra se dire qu'une fois que la file active est rentrée, il y aura un renouvellement et on va voir maintenant, voilà, on va mesurer en même temps l'efficacité de cette file active, on va mesurer l'efficacité du délai, la réactivité de notre environnement et du territoire. Donc, tout ça fait partie de l'expérimentation. Pour l'instant, nous sommes partis sur ce modèle-là. 15 personnes en file active et un renouvellement que, pour l'instant, on met... Tout à l'heure, vous avez parlé de 3 ETP. 3 ETP, c'est ça? Ils sont 3,5 ETP. 3,5 ETP. D'accord. Bonjour, Frédéric Albarel, je suis médecin dans un centre de référence. Donc pour nous, c'est un petit peu compliqué tout ça, je suis désolée, je vais peut-être partir de la base. Nous, on nous a présenté une structure qui s'appelle l'équipe Relais Soins Handicap récemment, qui a comme mission, je crois, de mailler un petit peu mieux aussi en aval de la MDPH, ce qui se passe un petit peu dans notre département en l'occurrence. Comment vous vous situez par rapport à des projets comme ça? Pour nous, c'est un petit peu abstrait parce qu'effectivement, déjà, ça part de la MDPH. Apparemment, c'est la MDPH qui va vous demander, vous signaler, si j'ai bien compris, des cas difficiles que vous allez gérer, qui derrière vont peut-être remonter aussi à la MDPH une fois que vous aurez, je ne sais pas comment vous fonctionnez avec la MDPH, une fois que vous avez pris en charge un patient. Et derrière, comment ça s'inscrit aux soins d'un réseau de handicap qui est en train de se mettre en place également en région. Je suis désolée, mais c'est un petit peu compliqué pour nous à percevoir. Alors, essayez de comprendre. Oui, oui, tout à fait. Oui. Le RSH. L'équipe relais soins handicap. Oui, non, mais la question est excellente parce que je crois que nous assistons actuellement dans une grosse mutation de notre secteur. Avec un décloisonnement. Quand je faisais allusion de quelques décrets qui venaient de sortir là, il y a une quinzaine de jours, c'est que nous étions un peu dans des organisations en silo, c'est-à-dire que pour chaque situation, il y avait une réponse, il y avait une filière, un établissement médico-social, etc. Aujourd'hui, nous sommes en train de sortir de ce schéma-là. Et le type d'organisation que l'on a, il n'a rien d'exceptionnel, il n'a pas volonté d'être dans l'exclusivité. C'est plutôt un mode opératoire que l'on va retrouver dans le développement des plateformes de services, que l'on va retrouver dans des initiatives effectivement telles que celles que vous décrivez, où la question, ça va être un peu de travailler sur des organisations matricielles, où il va y avoir des spécialistes d'une question, il va y avoir peut-être des établissements qui ont un savoir-faire de prise en charge, et il va y avoir en interface un certain nombre de personnes qui vont être des acteurs permettant de naviguer entre ces experts, ces établissements plutôt spécialisés, et le projet de vie de la personne qui va se nourrir d'un certain dosage entre le spécialiste et la vraie vie du milieu ordinaire, le dosage entre un peu l'emploi, un peu la santé, un peu les loisirs, voilà. Donc le projet global d'une personne n'est pas forcément de l'exclusif de tel ou tel opérateur ou de tel ou tel pôle d'expertise. Donc à partir de là, notre modèle s'inscrit vraiment dans des choses, et on a eu une rencontre qui a été menée à l'initiative de la MDPH aussi, avec d'autres pôles, d'autres plateformes de services. Nous-mêmes à l'ADAPI, nous raisonnons dans une réorganisation de nos établissements avec une plateforme de services à l'entrée, sur lesquelles nous n'allons pas forcément toujours être l'hébergeur et l'employeur en termes d'ESAT, mais en même temps, on va s'appuyer sur le réseau du logement social, on va s'appuyer sur l'emploi ordinaire, on va s'appuyer sur l'entreprise par rapport à l'accueil d'ateliers en extérieur. Nous sommes en train, dans le cadre de nos CEPOM, pour ceux qui connaissent, de travailler en projection sur 5 ans sur toutes ces nouvelles organisations. Et je crois que là, le PCPE est un des modèles, mais il n'y a rien d'exclusif. C'est vraiment une manière de travailler qui bouscule un peu nos habitudes, nous, en termes d'établissement, et c'est pas plus mal.
Bonjour, moi je suis Hélène Schumacher et je fais partie de l'équipe relais handicap rare dont parlait le docteur Albarel. Et effectivement, je vous rejoins. On est aussi sur un dispositif qui est expérimental, qui est issu du deuxième plan handicap rare, et on est sur un dispositif qui est expérimental et donc qui est plutôt à viser d'accompagnement des situations de handicap rare. Et c'est vrai que les structures, je pense, elles ne s'opposent pas, elles se complètent, et il y a encore toutes, en tout cas, il y a des choses à construire, et comme on le disait tout à l'heure, des notions de partenariat à mettre en place. Et donc, en tout cas sur le dispositif équipe relais handicap rare, ce que je peux voir peut-être comme un peu particularité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une orientation, en tout cas pour apporter une information ou un accompagnement ou un conseil. Il n'y a pas besoin effectivement d'être orienté par la MDPH. Nous avons effectivement, en tout cas, quelqu'un en permanence, et on est une structure un peu plus étoffée que la vôtre, même si on reste quand même une petite structure qui peut répondre effectivement directement aux familles par rapport à un besoin d'orientation vers... on travaille effectivement avec les filières maladies rares. En tout cas, c'est quelque chose qu'on essaie de construire. Donc, il y a effectivement, je pense, comme vous le dites très bien, ce sont des choses qui se complètent, qui sont en train de se construire sur le territoire. Et c'est justement pour apporter justement plus de possibilités pour accompagner au mieux, en tout cas, les situations complexes qui se présentent à nous. Et voilà, en interrégion. Oui, dans cet esprit-là, je crois que l'idée même de notre partenariat entre une fondation qui mène des missions de service public dans le sanitaire et une association de parents qui est dans le médico-social, on fait partie de cette évolution-là aussi pour mettre ensemble en commun nos ressources au service de la situation de la personne. Et donc c'est vraiment ce mouvement-là, et à mon avis, vous allez voir apparaître ce type de dispositif, de protocole de travail de plus en plus fréquent. Et le tout après, ça va être de s'articuler au niveau des territoires pour pas à nouveau repromener les gens entre différents systèmes qui sont chargés de mettre en relation les systèmes. Donc là aussi, on peut être dans une dérive de ce côté-là. Mais pour l'instant, à partir du moment où il y a une articulation qui se fait, on arrive à essayer d'être le mieux placé possible. Ça fait partie de notre expérimentation. On se voit d'ailleurs jeudi au niveau des PCPE de la région. C'est où sommes-nous les plus performants possibles, de manière à bien le déclarer et bien l'affirmer dans l'expérimentation pour que chacune de nos actions ne deviennent pas l'alpha et l'oméga. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'emploi, il y a de nombreuses années, dans l'emploi des personnes handicapées. Il y a un moment, la réponse était formation, après la réponse était bilan, puis après la réponse a été placement. On a eu comme ça des modes par rapport à des politiques publiques. Je crois que l'idée, c'est pas la politique publique, c'est le trajet de la personne qui fait la nature de ce que l'on doit mettre en place derrière. Il n'y a pas de réponse absolue. Alors, juste pour préciser les choses, les handicaps rares ne sont pas les handicaps des maladies rares, mais c'est une association rare de plusieurs handicaps. Donc la superposition n'est pas parfaite. Et puis une question qu'il faudra aborder, les maladies rares justifient-elles une place particulière dans la prise en charge du handicap ? Ce ne sont pas toujours des handicaps rares, mais ce sont des handicaps de maladies rares. C'est vrai que pour la DGCS, le plan handicap se déroule et les maladies rares doivent démontrer qu'elles ont une spécificité pour mériter une position particulière. Merci de cette précision. Je remercie tous les intervenants à la table ronde pour nous avoir éclairés sur la photographie du parcours de soins. Oula. Une précision, vous retrouverez cette infographie sur le site internet de Fava Multi avec également les PowerPoint qui ont été présentés. Et l'infographie, elle a été faite sur la base d'une infographie réalisée par Firando, qui est la filière des maladies endocriniennes, que je remercie à nouveau. Et elle sera animée, c'est-à-dire que pour aider justement à comprendre qui fait quoi et comment, avec qui, on passera la souris sur, par exemple, vous voyez SAMSA en bas à droite, et il y aura écrit en quelques lignes ce que fait le SAMSA. Voilà, c'est déjà quelque chose que vous pouvez retrouver sur le site de Firando, mais qui est propre aux maladies rares endocriniennes. Voilà, tandis que là, on essaie de faire de manière un peu plus générale.